Bonjour à tous et bienvenue à 20 minutes au carré. Vous connaissez la formule et l'émission, mais on la change chaque semaine. Et donc aujourd'hui, nous sommes 4 pour vous accueillir. Ça fait pas beaucoup de place sur les canapés, mais on va se serrer un petit peu. Comme s'il faisait chaud. Hein. Exactement. Pour l'instant, il fait pas encore très chaud. Mais normalement, ça va monter en température. Vous allez me voir dégouliner et vous saurez qu'on se rapprochera de la fin de cette émission. Avec moi ce soir, pour cette émission très spéciale, je suis limite un peu ému de vous recevoir. Deux invités très prestigieux, en tout cas deux invités que je suis avec beaucoup d'intérêt. À ma droite, Félicie Le Dragon, qui va nous parler de son nouveau projet qui s'appelle Dirty Panties, je crois. Mais qui parlera plus largement de tout ce que tu as fait, écrit, appris dans le monde des NFT, puisque tu es une des grandes expertes françaises de ce domaine. Tu vas me faire rougir. Voilà, on retouchera sur la version replay. Et à ma gauche, Yacine, le papa d'Elix, directeur artistique de la fondation Elix. On expliquera pour ceux qui ne connaissent pas forcément Elix qui est ce personnage. Voilà, exactement. On peut pas zoomer, on pourrait. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez bien. Si vous googlisez. Mais on va surtout en parler beaucoup et vous allez tout comprendre. Et Elix, ça sera l'occasion de parler aussi d'Elix Island, qui est un projet métavers autour d'Elix, c'est ça Parfait. On va avoir plein de questions à vous poser avec Romain, qui est avec moi aujourd'hui sur ce plateau que vous connaissez bien. Derrière les caméras, nous avons Hélène. Une fois de plus, devoir gérer nos problèmes de son, parce qu'il y a un moment où normalement je vais toucher le micro et ça ne marchera plus, et je lirai sur les commentaires qu'on a des gros problèmes de son, et c'est Hélène qui va nous sauver. Et puis on a Adeline qui est dans le studio, que vous ne verrez pas, parce qu'on n'a plus assez de place sur les canapés. On est vraiment désolé. On aurait adoré avoir une personne de plus avec nous pour discuter de NFT, discuter de métavers, discuter de Web3, puisque c'est le thème de cette émission. J'avais une question dans le chat avant même le début de l'émission. Est-ce que vous avez une machine à écrire l'un et l'autre? Je connais une des deux réponses. Tu connais la mienne, parce que j'en ai une, voilà. forcément. Bon, alors, moi, je suis celui qui ne l'a pas et qui s'est arrivé trop tard. Donc, non. Ouais. Bon, voilà, vous avez votre réponse. Yacine n'a pas de machine, mais Félicie, tu as suivi le projet 20 minutes dès son lancement. Dès le début. Je me rappelle même t'avoir pitché le projet avant même la vente pour savoir ce que tu en pensais. On avait échangé à ce moment-là. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, tout à fait. Sur LinkedIn. Ouais, vous me chambrez toujours sur le fait que je traîne sur LinkedIn. Mais on fait des très belles rencontres sur LinkedIn. Je confirme. Grâce à toi, j'ai une super belle machine à écrire, donc je suis hyper fière. Bon, on va commencer. Il fait partie de mes plus beaux NFT. On va commencer par une méca, du coup. C'est honneur aux méca. Si tu as acheté et si je t'ai parlé aussi de ces NFT, c'est parce que tu es une experte NFT. Tu as écrit notamment un livre sur les NFT. Exact. En NFT. Non. Ah non. Non. J'ai d'abord écrit un bouquin qui est sorti sous forme de NFT. Il y a un seul exemplaire unique. D'accord. Ça, c'est un roman? Non, pas du tout. Alors, c'est un livre qui s'appelle Vergeture. C'est parti d'une petite blague. Et en fait, c'est 25 conseils pour entrepreneurs iconoclastes. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour le fun, pour tester, l'objectif, en fait, c'est d'expérimenter et de voir comment ça fonctionnait, comment on pouvait lancer son propre NFT, etc. Et tu sais qui l'a acheté? Oui, je sais. Tu ne nous en diras pas plus. C'est le Web3, on ne donne pas les données. C'est une star qui l'a acheté. D'accord. Je te promets. Bon, une star du Web3 en France. Un truc de dingue. On n'en dira pas plus. Voilà, exactement. Déjà invité sur le plateau ou pas chez nous? Je pense pas, mais je pense que vous le connaissez bien. Ok. Bon, on creuse pas plus. Il était dans le journal. Donc là, on réduit le champ. Ça marche. Voilà. Et puis, tu as écrit un livre, en revanche, pour expliquer les NFT. Voilà, exactement. Qui s'appelle Les NFT enfin expliqués, qui est dispo uniquement sur Amazon. En fait, c'était un choix. Et donc voilà. Que tu as réédité, non? Qui est en cours de réédition. C'est la 2e édition, revue, corrigée, augmentée, parce que les infos changent vite et que voilà. Donc ouais. Et tes infos aussi changent vite, puisque de l'écriture et des projets de pédagogie autour des NFT, puisque tu as aussi sur LinkedIn notamment un média qui s'appelle NFT Madame. Exact.
En fait, l'objectif, c'est juste d'évangéliser, de démocratiser, d'expliquer avec des mots simples ce que c'est les NFT, à quoi ça sert, comment ça se crée, comment on les utilise, c'est quoi les métaverses, etc. Donc tout ça, en fait. Et ben, de ce projet de pédagogie sous toutes ses formes, tu es passé à un projet de construction, de mine, de drop, de NFT. Exactement. Qui s'appelle donc Dirty Panties. Ouais. Pourquoi ? Alors, écoute, je suis désolé Félicie, je suis obligée de te couper. Ne faites pas comme moi, ne tapez pas Dirty Panties sur Google. Accolez-y NFT, c'est la base. Voilà. Dirty Panties, NFT et de préférence sur Twitter, c'est plus safe. On va dire, c'est plus safe, surtout si vous êtes au boulot. En fait, je ne suis pas du tout à l'origine de ce projet. Donc il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est Joseph et Monsieur Chang qui étaient à l'origine de ce projet, qui est parti un petit peu d'une blague. Une blague, oui. Ouais, un peu complètement. Et donc en fait les Dirty Panties, pour ceux qui connaissent, voilà. C'est des culottes qui ont été portées et qui sont vendues dans des distributeurs automatiques au Japon. Ouais. Donc voilà. Donc, c'est pas une légende, ça existe. C'est pas une légende, ça existe vraiment. Monsieur Chang a investigué, il est allé voir, il est allé vérifier. Donc ça existe vraiment. On a trouvé des vidéos, on a trouvé des tas de trucs. Okay. Et donc en fait, ils se sont dit, ça serait une super bonne idée si on lance des NFT, comme en fait ils étaient déjà très intéressés, très impliqués dans le sujet, dans le projet. Ils se sont dit, si on fait un truc, autant aller sur un truc what the fuck. Et donc voilà. Donc c'est comme ça que c'est né. Et après, on s'est rencontrés et j'ai dit, mais j'adore l'idée, j'adore le projet, je veux absolument en être. Et donc voilà, et c'est comme ça que depuis octobre l'année dernière, on est sur le projet. Alors il faut quand même qu'on en parle un peu plus, parce que moi, quand j'ai expliqué aux gens qui m'entourent que je te recevais, je dis, le projet de Dirty Panties, mais c'est dégueulasse, non, en fait, ce ne sont pas des vrais. Ce ne sont pas des vrais. Culottes. Non, d'accord, c'est des vrais balls finalement. Voilà, non mais c'est. Attends, on a un DA qui est au top, qui nous a créé des super NFT, qui sont hyper aboutis, hyper évolués. Alors en fait, si tu veux, il y a deux parties. Il y a la partie purement esthétique là qui a été hyper travaillée. Et en fait, donc c'est pas juste une image 2D. Les NFT sont animés et il y a une version jour et une version nuit. Donc en fait, ils changent de couleur, ils changent en fait, tu as l'intensité lumineuse qui baisse le soir et donc qui revient à la normale le matin. D'accord. Voilà. Donc on a poussé les curseurs très 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 loin. Donc ça, c'est des NFT, ok. Yes. Mais moi, j'ai déjà échangé avec toi. Je sais que tu ne fais pas des NFT, ou que tu ne conseilles pas tu ne conseilles pas aux gens de faire des NFT qui n'ont pas d'utilité. Ouais. Donc ça m'étonnerait que ces NFT n'en aient pas une. Voilà. Et la grosse question, alors en fait, tu peux les laver. Tu peux laver toi. Exactement. En fait, on a ajouté plein de fonctionnalités. C'est-à-dire que tu vas pouvoir effacer les tâches. Donc en fait, il y a eu le reveal. Donc il y a différentes sortes de tâches. Il y en a qui n'ont pas de tâches. Enfin bon, voilà. Donc pour que ça soit un petit peu plus clean, tu vas avoir la possibilité d'effacer les tâches. Mais bon, c'est pas l'utilité principale, mais ça en fait partie. Donc ça sera, tu pourras l'avoir de manière très clean sur ton OpenSea ou dans ton wallet, quel qu'il soit. Voilà. Est-ce que le drop est passé ? Le drop est passé. Ça s'est bien passé. Ça s'est super bien passé. J'ai essayé. Sold out. Ouais, j'ai essayé. On a fait sold out en 1 heure, un truc de dingue. En fait, on s'était dit, on va préparer. Bon, il faut voir que le marché, il est... donc on peut encore faire des sold out, là. On peut encore faire des sold out. Donc on s'est dit, on a hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, il faut qu'on se lance, on va le lancer avant l'été. Et on s'est dit, on prévoit quelques actions et quelques opérations pour relancer, pour booster un petit peu le mint au fur et à mesure si on voit que ça démarre pas. Donc moi, j'étais hyper sereine, j'étais dans ma Batmobile sur le périph' et je vois une notification ding, 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 ding sur Telegram. Oui, c'est en train de s'exciter, machin, là. Et en fait, j'étais vraiment persuadée qu'il me faisait une blague. Ouais. Et en fait, pas du tout. Donc je suis rentrée et j'ai eu juste le temps de voir que c'était sold out. Voilà. Bravo, tu dois être super heureuse. On est super contents, ouais. Ouais, on est super contents. Ça signifie quoi pour vous le sold out ? Vous aviez une feuille de route avec
différents scénarios en fonction de la réalisation ou... Alors, bien évidemment, tu as raison, on n'a pas lancé des NFT pour lancer des NFT. On a quand même une vision derrière, on a quand même un projet, il y a plusieurs choses qui vont sortir. Bon, après, vu ce qui s'est passé, on était quand même, vu ce qu'a donné le marché, etc., on a un petit peu réfléchi, on a un petit peu tâtonné, un petit peu comme tout le monde, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc on a un peu changé notre braquet et on s'est dit on va promettre peu et délivrer beaucoup. Voilà. Donc on a notre projet. Il y a des choses qu'on révélera en temps et en heure sur lesquelles on a déjà bien avancé. On est déjà plutôt mais on n'allait pas promettre, comme plein de collections l'ont fait, on n'allait pas promettre un métaverse, on n'allait pas promettre des jeux, etc. On n'allait pas promettre tout ça. Et on s'est dit, on fait, et en temps et en heure, on délivre. Et je te donne une info, un super scoop, c'est qu'en fait, on va pour les holders, il y aura une vente spéciale de NFT qui ont été créés par des artistes connus et reconnus dans le Web3. Donc là, ça va sortir d'ici. Une vente additionnelle ? Une vente additionnelle que pour les holders. D'accord. Et donc voilà, en one-to-one. Et donc là, c'est avant la dernière semaine de juillet. Enfin, c'est la dernière semaine de juillet. Okay. Bon, on a quelqu'un sur le chat qui demande, il me semble que c'était un free mint, c'est le vrai Flox. Comment est justifiée la différence entre le slow price de 0,0005 ETH à 1 ETH au max ? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas te répondre. J'aimerais, je ne peux pas. Mais c'était le free, au départ, c'était gratuit. Oui, tout à fait. Okay. Et niveau utilité, en fait, je crois que la différence entre le slow price et 1 ETH au max price, le 1 ETH, si je sais, je vois quels sont les modèles, parce qu'en fait, c'est simplement ceux qui ont décidé de les revendre et donc qui ont choisi le prix de ETH. C'est pas nous qui avons décidé de ETH. Ils offriront les mêmes utilités, les mêmes droits. Oui, tout à fait. Exactement. Ok, il y a les goûts, les couleurs, et puis du coup l'offre et la demande. Les tâches. Mais c'est vrai que le free mint, c'est une méthode qui s'impose pas mal aussi aujourd'hui maintenant pour attirer du monde, pour lancer, pour créer l'étape 1 et repérer aussi les gens qui s'intéressent suffisamment au projet pour Exactement. L'idée, c'était quand même un free mint qui était assez volumineux, hein, c'était 6969. Voilà. C'est ta communauté, finalement. Voilà, donc c'était ça. Ah bah oui, attends, écoute, on va au bout du projet, tu vois, on fait pas un truc... C'est culotté. Voilà. Je la garde depuis un moment. Elle était facile. J'en ai une autre dans le fusil. Dès que l'occasion se présente. Donc voilà, c'est ça. L'idée, c'est de réunir les gens. Et en fait, ça a été vraiment au-delà de nos attentes. D'accord. Mais aujourd'hui, en gros, vous faites pas de promesses en mode les culottes, vous pourrez les porter dans un monde virtuel. Je ne peux pas tout dire. Ok. Je peux pas tout dire. On a les culottes en voxel. Ouais, on a vraiment réfléchi. On est 5. Et on est 5 profils qui sont hyper complémentaires. On a un dev. Alors lui, je l'aime et c'est grâce à lui que les NFT existent en fait en réalité. Donc on a vraiment réfléchi on a fait un truc propre. On a fait un truc. On a fait un truc abouti, réfléchi avec le graphisme et vraiment vraiment travaillé. On est allé loin à tous les stades et bien évidemment on a réfléchi à court, moyen et on a réfléchi à long terme aussi. Ok, parce que du coup, moi j'imagine des trucs où genre tu revends ta culotte, elle se salit au fur et à mesure, enfin je sais pas. Alors tu peux imaginer plein de choses et on est encore allé plus loin. On est allé super loin. C'est plein de promesses. C'est intéressant. Exactement. Bon, ça me fait penser, on va faire plein de petites pauses comme ça, parce que j'ai plein de choses à vous dire. On se voit qu'une fois par semaine, il se passe plein de choses. Du coup, j'en profite puisqu'on parlait de free mint, puisqu'on parle aussi de web. Exactement, si on peut les porter. Mais pour vous reparler de Cat Monsters, Benjamin était avec nous il n'y a pas très longtemps ici même, juste pour vous signaler les uns les autres si vous avez suivi ce projet, si vous avez gagné notamment via
via 20 Mint au carré votre pass que le mint est aujourd'hui. Voilà. Ne m'en demandez pas beaucoup plus, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, mais sachez que Benjamin m'a demandé de vous le rappeler. Je le fais de bon cœur, même s'il nous avait annoncé pendant l'émission qu'il n'était pas méca et que ça nous avait rendu très tristes. Oh là là, Yassi, il s'enfonce dans le canapé. Non. Moi, je dois te faire une confession. Je n'ai pas encore acheté ton parallèle. Mon parallèle, exactement. Donc on en parlera tout à l'heure, dans très peu de temps. Et j'ai une deuxième annonce de service parce que je vais l'oublier. 22 juillet, vente aux enchères qui nous tient à cœur. Pendant le HCC numéro 5, je crois, il doit en être au moins au 5, vente aux enchères de notre NFT numéro 20 au profit de l'association e-enfance. Je regarde Hélène parce qu'elle a fait un joli article pour expliquer le fonctionnement de cette association et son rôle très important dans la prévention et la protection des plus jeunes sur Internet. Problème-là, mais en tout cas, là, très concrètement, les NFT vont permettre d'apporter un petit peu d'argent à cette association, en tout cas si vous êtes généreux, si on est généreux. Si Romain, exactement. Si vous voulez venir. Alors, il n'y a plus de place sur le bateau, ça se passe sur un bateau. C'est nos amis de Blackpool qui organisent cette vente aux enchères. Il y a d'autres projets, il y a notamment John Carp qui vend aussi des NFT de la Non-Fungible Conference. Très sympa à aller acheter pendant cette vente aux enchères. Sachez juste que si vous voulez bider, parce que vous voulez soutenir la cause, il y a un site pour s'inscrire et il y aura des gens sur la péniche avec un petit téléphone pour recevoir, ou un mail aussi, hein, parce que ça marche aussi, pour recevoir vos offres en temps réel. Donc n'hésitez pas. Et voilà. Et tu prévois te poser combien, histoire que je me prépare mentalement. Je ne sais pas à qui tu t'adresses, Black Pearl, mais je crois qu'il y avait... C'est le vrai Flox qui voulait bider. Je vois que les enchères commencent déjà dans le chat. À titre perso, je ne sais pas si je vais bider 5 Ethers. Bah, parfait, bah, écoute, c'est très sympa. N'hésite pas. J'en profite aussi pour saluer, parce que je l'ai vu sur le chat BitLoad. On pense à toi, l'ami. On sait que la semaine a été difficile. On pense fort à toi. On est ravis de te voir ici. Et puis oui, il y a des moments difficiles, mais il y aura des beaux moments très rapidement. Et la proposition qu'on t'a faite collectivement tient toujours. Donc si tu as besoin d'une machine à écrire, pour tout ce que tu as fait pour la communauté, sache qu'on est à ta dispo. Et je ne reparlerai pas de la machine à écrire d'Hélène, et ça sera la fin des messages de service. La machine à écrire d'Hélène n'arrivera que si on arrive à monter ce fameux club FIFA, club pro de 11 contre 11. Si vous étiez là la semaine dernière, vous savez que c'est un grand chantier. On a essayé de monter le premier tournoi, c'était un flop intégral. Donc le tournoi revient en août. Donc réservez vos dates, c'est entre le 15 août et la fin août. On a besoin de 64 joueurs pour un tournoi de sélection. On compte sur vous, faites passer le mot, méca ou pas méca. On veut des gens qui aiment FIFA, qui ont une PlayStation 4, parce que ça se jouera sur PlayStation 4, et FIFA 22. Voilà, c'est fini pour les annonces de service. C'était un bon tunnel, mais je crois que j'ai rien oublié. Je suis assez fier de moi. On aura tout à l'heure un quiz qui nous donnera notamment l'occasion de vous faire un petit cadeau en rapport avec le projet de Félicie, parce que Félicie n'est pas venue les mains vides, mais on vous en reparlera tout à l'heure. Mais moi, je me tourne vers Yacine. On parlait, tu montrais le petit Helix que tu portes, qui est magnifique, à ta boutonnière. J'ai même envie de remonter l'histoire encore plus loin te concernant, parce que j'ai lu, tu me corriges si c'est faux, que tu étais diplômé de la première promotion des arts déco numérique ou digital, je ne sais pas comment on l'appelait. Ouais, au siècle dernier, effectivement. Oui, de fait. Non, à l'époque, parce que je me disais ça d'ailleurs en écoutant les 5 dernières minutes, et je me disais, quelqu'un qui aurait trouvé une machine à voyager dans le temps et qui entendrait les 5 dernières minutes se dirait, il n'y a pas de doute, je suis en 2022. Pas en 2021, ni en 2020, ils ont bidé, ils ont minté, etc. De quoi ils parlent? Et effectivement, à la fin du XXe siècle, j'ai sorti la première section de ce qu'on appelait à l'époque multimédia. Tu vois, même le mot... il date. Et c'était l'époque où on faisait des CD-ROM. J'ai fait à l'époque des grandes histoires, visites virtuelles. Et donc voilà, j'ai vécu toutes
toutes ces différentes époques. C'est pas que par nostalgie que je te dis ça, parce qu'il y a un fil directeur, donc je vais me permettre de faire quelques étapes de ta vie comme ça rapidement, hein, tu m'en voudras pas s'il y a des ellipses. Tu verras, il y a des croisements avec vous en plus. Et en lisant tout ça et en préparant cette émission, c'est la première fois que je prépare une émission, vous pourrez en témoigner, ceux qui sont là depuis le début. Merci. Je me suis rendu compte, parce qu'on se connaît depuis quelques années, mais on se croise très peu finalement, je me suis rendu compte que, quelle que soit l'itération du web, à chaque fois tu as créé. Et même plus largement que le web, quelles que soient les avancées technologiques digitales, tu montes des projets assez dingues. Et je découvre notamment que tu es un des inventeurs ou l'inventeur du mapping qui nous vaut des soirées bien sympas, donc ces projections. C'est ça, je suis un peu le Forrest Gump du digital. J'étais dans tous les bons coups, un peu moins, un peu plus, je cours moins vite. mais effectivement, non, j'ai inventé, enfin pas tout seul, mais on était 2-3. On a déposé un brevet en 2003 sur le mapping vidéo. Ça n'existait pas à ce moment-là. On a fait plein d'installations, dont, justement, là c'est pour vous, c'est cadeau, mais la première installation en mapping vidéo s'appelait 3 minutes au carré. C'est vrai ? Ouais. Pas mal. C'est dingue. L'idée, vous pouvez googliser, il y a une vidéo qui est assez marrante parce que c'est sorti en 2003. On a gagné plein de prix avec, donc elle a voyagé un peu partout. Mais l'idée, c'était de dire, justement, le postulat de départ, on avait créé un groupe qui s'appelait Electronic Shadow en 2000, l'ombre électronique. On parlait de réalité hybride, on était 20 ans avant la XR. Mais le postulat de dire, finalement, si un espace fusionne avec l'image, on ne va pas mesurer cet espace uniquement par ses mètres carrés, mais par le temps qui va transformer l'espace. Et en fait, pour la petite histoire, ce qui est assez drôle, c'est que on a exposé en Ars Electronica, etc., et on a gagné le prix du Japan Media Art Festival en 2005. Donc, on est les premiers Européens à avoir eu ce prix. En fait, ce qui était rigolo, c'est qu'ils nous ont raconté que cette installation, qui pour nous était complètement futuriste, vraiment tous les murs qui changent, etc., avec le mapping, ça leur rappelait leur habitat traditionnel. Parce que eux, dans l'habitat traditionnel japonais, on ne compte pas l'espace en mètres carrés, mais en tatami, et c'est totalement modulaire. Le même espace, tu peux dormir, manger, te laver, faire, nettoyer tes culottes. Bon, on en reparlera. C'est très japonisant comme émission. Exactement. Et en fait, ça nous a beaucoup marqué. Et à ce moment-là, effectivement, il y avait ce regard culturel et la dimension non verbale que je vais garder après toute ma vie, mais de ce rapport à la perception qui, à l'époque, en 2002-2003, c'était un truc qui était complètement magique. Mais en fait, à chaque fois, on peut tirer le fil sur des choses qui sont plus anciennes. Et y compris ce dont on parle, je disais tout à l'heure, c'est un peu futuriste, mais il y a quand même des relations avec l'histoire de l'art, on parle des ventes aux enchères. Si on parle de la réalité virtuelle, il y a des racines qui sont assez anciennes. Et c'est pour ça, ça m'amusait dans toute ma carrière de suivre comme ça ces différentes évolutions, mais de tirer un fil qui, au final, est relativement cohérent, effectivement. Et qu'on va continuer à tirer ensemble. Parce qu'avec le Web 2, tu tires profit aussi des réseaux sociaux et de l'émergence des réseaux sociaux visuels, notamment, je crois, d'Insta, pour faire émerger un personnage qui va quand même changer ta vie artistique, qui est Elix. C'est exactement ça, c'est-à-dire suite à cette expérience de plus de 10 ans d'Electronic Shadow, on a fait des spectacles, des installations, enfin plein de choses. L'arrivée des réseaux sociaux. Et là, effectivement, ça fait 15 ans qu'on parle d'ombre électronique, on a ce truc qui arrive, j'allais pas mettre ma tête et mon nom, etc. Je me dis, on va mettre un personnage de fiction qui va devenir réel par le biais des réseaux sociaux. Donc, quel est le personnage qui peut parler à tout le monde à travers la planète, parce que c'est une grande conversation mondiale? C'est un dessin. Et en fait, c'est cette idée-là, d'essayer de chercher, quand on cherche un personnage, quand on caractérise, un caractère, en anglais, character, on va chercher des particularités. Et moi, j'ai fait l'inverse. C'est-à-dire j'ai décaractérisé, essayé de trouver qu'est-ce qui pouvait être commun au plus de monde possible. Donc le dessin, parce que tout le monde a dessiné dans sa vie à un moment ou à un autre, c'est le premier moyen d'expression qui remonte à l'enfance. L'enfance, c'est le deuxième point commun qu'ont tous les adultes, ceux qui ont survécu. Et le troisième, c'est le sourire. Et en fait, en travaillant sur ces points communs, un dessin comme ça assez simple, il est arrivé comme ça. Au début, il n'avait pas de nom d'ailleurs. C'est les réseaux sociaux qui m'ont finalement interpellé
en demandant comment il s'appelle. Et en fait, cette question de comment il s'appelle, c'était déjà gagné. C'est-à-dire il existait déjà. Et en fait, cette idée de réalité hybride, etc., ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'en ai fait un personnage de réalité augmentée. C'est-à-dire, je le dessinais dans un carnet et je le promenais dans la ville au gré de mes Moi, j'ai connu ça, c'était génial. Il faut aller voir, c'est l'astuce et l'humour et l'inventivité de cette période où c'était un vrai carnet physique et il jouait avec les photos. C'est ça. En fait, il jouait avec le réel et je faisais les photos. C'est-à-dire que c'était un jeu d'anamorphose, quoi, où je faisais le dessin et puis l'image poursuivait le dessin, donc il est au-dessus de la toile. En fait, et du coup, la liberté est totale. Et à l'époque, je faisais un peu la comparaison. Je disais, je suis un peu comme les impressionnistes quand on a inventé le tube de peinture et qu'ils ont pu sortir dans la nature pour aller peindre sur le motif. Donc moi, je suis un urbain, je suis sorti dans la ville pour aller faire ce que j'appelais à l'époque du digital street art. C'est-à-dire, je vais faire du street art sans laisser d'autres traces que sur les réseaux sociaux. Et effectivement, il y a eu un engouement, un public, un truc qui m'a dépassé, je m'attendais pas à ça, hein, puis je faisais d'autres trucs aussi en même temps, et je m'attendais surtout pas au coup de fil que j'ai reçu à l'époque, qui était assez fou. Ouais. 2014. 2014. De 20 minutes. Et en 2014, effectivement. Non, mais alors déjà toute la presse et c'était très cool. Hein, il y a eu vraiment, ça a symbolisé un petit peu cette époque-là. Et parmi les coups de fil assez dingues que j'ai reçus, il y a eu les Nations Unies, qui, comme tout le monde, hein, à ce moment-là, tout le monde cherchait à communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, c'était en français parce que c'était le bureau d'information avec un léger accent iranien, afsané. Ouais, parce que c'était le bureau d'information en fait de l'ONU à Bruxelles. Ok. Donc je vais les voir, évidemment. Puis, tout ce travail Electronic Shadow, tu as noté à mon nom aussi que j'avais la diversité dans mes origines. En tout cas, c'est des questions qui m'intéressent, hein, de faire du lien, de créer du lien, de voir ce qu'on a en commun, pareil avec Helix, plutôt que ce qui nous différencie. Et là, la rencontre est magique. Bon, il y a quelque chose d'assez intense qui se passe. On commence à travailler ensemble. Je fais une version de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je prépare en même temps le premier sommet climat de New York en 2019. Et en fait, ce qui se passe, qui est fou, qui nous dépasse tous, c'est que les images se retrouvent sur l'intranet des Nations Unies, de leur organisation. Un community manager à New York dit c'est cool ce truc, je le prends, je le mets, paf, Twitter, et ce que tu racontais tout à l'heure sur Telegram, mon Twitter qui s'affole, des dizaines de messages de fous, parce que tu sais, quand les Nations Unies publient un message et qu'ils essayent de faire un truc positif, un sommet mondial sur le climat, et tu as 200 messages pour dire pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça. Donc, je suis tagué, donc je découvre ce que c'est la puissance, le truc des Nations Unies qui est assez dingue. Et donc la collaboration se poursuit. On fait la sortie des objectifs de développement durable en 2015. Et pour les 70 ans de l'ONU, je leur propose de faire un tour du monde en 70 jours, sans empreinte carbone, sans visa ni passeport. C'est-à-dire qu'en fait, on envoie les dessins. Et le site existe toujours d'ailleurs, c'est helix70days.org. On envoie les dessins aux 4 coins du monde. Alors au début, une dizaine d'agences où chaque fois on leur explique le projet. De quoi vous parlez ? Et ils font les photos eux-mêmes et c'est assez cool. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est l'effet d'entraînement qui fait qu'au bout du 11e, 12e pays, c'est les agences qui nous appellent pour nous dire la même chose que comme ils s'appellent, qui nous disent on veut recevoir Helix chez nous. Le Helix qui évidemment existe, on se pose même pas la question. Et du coup, il fait le tour du monde à chaque fois pour raconter des situations, pour raconter les actions des agences dans chacun des pays. Et au terme de ce voyage, en 2015, il est nommé premier ambassadeur. Ça, c'est classe. Des Nations Unies. Donc, on a un ambassadeur. On a un ambassadeur, j'ai un ambassadeur à la boutonnière. Le 5e membre de ce quatuor. Voilà. Exactement. Non, il est toujours là, mais en fait, c'était aussi cette idée de dire, et ce qui nous amène aussi au Web3, est-ce que nous, on continue à développer aujourd'hui et en plus à mettre en lien avec les ODD. ODD, Objectifs de développement durable, qui ont été adopté en 2015 par les 193 États membres de l'ONU et qui nous amène jusqu'à 2030. Donc on a créé aussi une fondation avec Adeline qui est derrière, qui porte le nom, Fondation Helix, où à la fois on fait le plaidoyer sur ces objectifs de développement durable et d'autres plaidoyers, dont d'ailleurs celui sur le Web3, de message, on va en parler après. Et également un travail plus grand public et notamment pas mal de ressources qui sont mises à disposition de l'éducation nationale notamment, mais de l'UNESCO, enfin voilà, de plein d'organisations, un programme qui s'appelle Ten to Go. On a fait aussi
un projet l'année dernière avec l'Assemblée nationale. On a exposé les ODD avec Elix en réalité augmentée sur les grilles du Palais Bourbon. Enfin, c'est ça, très, parce très que large. Tu as une grosse expertise réalité augmentée que tu as travaillé finalement. On peut considérer que c'est une forme de réalité augmentée que de projeter des images animées sur des façades et de tenir compte de leur volume, ce qui est un peu la logique du mapping. On peut considérer que, enfin, c'est même pas considéré, c'est une évidence que le travail sur la photo des premiers jours d'Elix et ses rapports dimensionnels, c'est aussi de la réalité augmentée. Et moi qui te suivais ces derniers mois, je te voyais poster énormément de choses autour de la réalité augmentée, des réalités immersives. Et je me disais, bah oui, forcément, il y a un fil qui est en train de se créer. Et c'est ce fil que tu as continué à dérouler qui t'a amené vers le Web3 ou c'est autre chose? Oui, non, exactement. Enfin, en fait, cette notion de réalité, quel que soit le nom qu'on lui donne, mais que ce soit une réalité augmentée, une réalité étendue, XR, ou réalité virtuelle, c'est encore un petit peu différent, mais malgré tout, c'est la même famille. Et nous, depuis 2000, moi, je parle de réalité hybride, c'est-à-dire une hybridation du réel avec le digital. C'est un truc avec lequel j'ai grandi depuis 25 ans. Alors, au début, effectivement, c'était de l'ordre de l'intuition. Après, petit à petit, on est rentré dans le dur. Et aujourd'hui, ça devient, suite au Covid, hein, on peut en reparler, mais il y a vraiment une espèce de momentum d'avant, d'après, qui fait que là, maintenant, on est dans la phase de maturité, avec un truc quand même incroyable, parce que je disais, je suis sorti des Arts Déco au siècle dernier, mais entre-temps, il y a une génération qui n'a connu que ça, et une génération de nos enfants aussi. Moi, je suis un gamer, j'ai une fille qui est une fille de gamer. Donc, il y a une génération du digital qui change tout, en fait. Parce que à la limite, cette intuition qu'on avait il y a 25 ans de dire, ben, finalement, c'est pas parce que ça n'a pas de réalité matérielle que ça n'existe pas. On nous prenait pour des fous. Aujourd'hui, c'est OK. Et non seulement c'est OK, mais c'est peut-être la base d'une nouvelle... Enfin, c'est pas peut-être, c'est la base d'une nouvelle économie, d'une nouvelle industrie et d'une révolution potentielle dont justement, si on tire le fil, c'est absolument vertigineux. Donc forcément, effectivement, cette notion de tirer le fil, moi j'ai effectivement tiré le mien doucement. Au début, on me prenait un peu pour des doux rêveurs, mais enfin, on en faisait des trucs, hein, donc il y avait des éléments visibles, on a fait des bâtiments, etc. Et aujourd'hui, on arrive à un moment de maturité, à un point où ça peut devenir quelque chose d'intéressant, pour peu qu'on ne commette pas les mêmes erreurs qu'à chaque génération. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est un point, et en même temps, qui rencontre, puisque je parlais des objectifs de développement durable pour 2030, c'est en même temps, on a l'émergence du métavers, depuis la sortie de Covid, et en même temps, on a le GIEC qui nous dit on a 3 ans pour tout changer. On dit, ça tombe bien, parce que justement, on veut tout changer. Et justement, potentiellement, on peut tout changer. Et du coup, le plaidoyer de la Fondation, et j'en parlais tout à l'heure, on se pose la question et on y travaille. On commence une étude avec Price, avec PwC sur le sujet, de se dire et si cette émergence pouvait devenir un levier et une opportunité absolument dingue pour transformer, justement, changer de culture et de mentalité pour atteindre cette sorte de frugalité qui est demandée, parce qu'on a l'opportunité d'une abondance digitale, pour peu qu'on règle à la fois les questions d'énergie, les questions de ressources, etc., qui sont des vraies questions, mais il y a une fenêtre de tir qui est vraiment intéressante. Je vais y revenir, mais je vois que le chat boit tes paroles, puisque je vois plus de nouveaux messages. Ou alors ils sont, on les a perdus. On les a perdus, mais je ne crois pas. Je pense qu'ils boivent tes paroles. Je reviens sur cet axiome que effectivement le métavers peut nous permettre de, par exemple, d'être frugal dans le monde réel et d'avoir pléthore de choses dans le monde virtuel, parce que ça a un impact. Toi qui bosse sur les objectifs de développement durable depuis beaucoup de temps, l'espèce de problématique incontournable du moment autour de la consommation d'énergie du métavers, ça a dû quand même te freiner pendant un certain temps. Quel regard tu portes là-dessus? Je te dis ça parce qu'hier, je devais en parler avec une amie. Elle me disait, mais le métavers, c'est d'un point de vue environnemental, c'est insoutenable. Et j'étais bien en peine. Tu vois, je peux lui dire un peu sur les blockchains, lesquels sont énergivores et tout ça, mais le métavers en lui-même ou les mondes virtuels en eux-mêmes, qu'est-ce qui fait qu'ils sont aujourd'hui aussi énergivores, et le sont-ils d'ailleurs réellement,
et comment demain il pourrait l'être un petit peu moins. En fait, ce qui est pas soutenable à terme, évidemment, c'est de superposer des fonctions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir effectivement un monde dans lequel on se promène en voiture pour un oui, pour un non, où on prend l'avion pour faire une réunion, où on consomme de la fast fashion, etc. Et en plus, on se rajoute un truc de métavers. Mais si on prend l'empreinte carbone du numérique dans son ensemble, c'est-à-dire c'est vraiment l'ensemble des mails, plus les plateformes de streaming, etc., plus le Bitcoin et tous les blockchains, on arrive à ce chiffre qui est important, mais qu'il faut relativiser, qui est de 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il y a 96% des émissions qui ne sont pas le numérique. Après, pour autant, le numérique, ça augmente rapidement. Le pari qu'on fait, c'est déjà, de voir dans quelle mesure ces 4% peuvent remplacer une grosse partie des 96%. Et là-dessus, on a quand même un exemple flagrant qui était super intéressant, qui était le Covid, parce que pendant le confinement, en fait, c'est la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu'on note une baisse des émissions de gaz à effet de serre, de l'ordre de 7%. C'est-à-dire 7%, c'est ce qu'on devrait faire tous les ans jusqu'à 2030 pour rester dans les clous des accords de Paris. Donc autant dire que c'est mal barré, il fait 40 degrés dans le studio et si vous regardez l'émission dans 5 ans, on se dira putain, il faisait frais à l'époque, c'est cool. Mais blague à part, c'est assez tragique. C'est moyen et il y a une inertie qui fait que voilà, le truc est lancé, on va s'adapter. Mais pendant ce confinement, c'est le moment où on a le plus consommé de digital. C'est-à-dire, c'est ce qui nous a maintenus en lien, c'est ce qui a fait que l'économie ne s'est pas complètement effondrée, et aussi, c'est ce qui a fait, c'est le paradoxe, c'est qu'avant le confinement, il y avait 50% de la population mondiale qui n'avait pas accès à Internet. Ce qui est énorme, hein. C'est évidemment pas eux qui polluent, puisque c'est 10% des habitants de la planète qui font 50% des émissions de gaz à effet de serre. Après le confinement, on est passé à 37%. C'est-à-dire qu'on a cette massification de l'usage du digital. Ce qui est intéressant, et ce qui nous intéresse, et là où il y a un fil à tirer, c'est de se dire quelle est la capacité de ce pourcentage de dépenses énergétiques à créer de la valeur, et comment est-ce que ce domaine peut créer plus de valeur avec moins d'énergie, en sachant évidemment que la performance, ne serait-ce que sur les bitcoins, sur le mining, déjà il y en a beaucoup aujourd'hui qui est fait avec l'énergie renouvelable. Il y a Nvidia qui change ses cartes pour non pas utiliser des GPU mais des cartes passives, etc. Donc une augmentation de la performance. Mais comment est-ce qu'on peut réussir à créer plus de valeur, donc à conserver une forme d'économie, mais en réduisant drastiquement nos besoins? Et en faisant en sorte que les gens, au final, quand ils ont leur Dirty Panties ou quand ils ont leur mecha ou leur parallèle, en fait, ils possèdent vraiment quelque chose. Ils ont un actif, ils ont quelque chose qui prend de la valeur. Ils n'ont pas, comme dans les systèmes de consommation, enfin ceux qui nous ont amenés dans le mur, hein, c'est que finalement, prenons l'exemple de la fast fashion, par exemple. Quand tu achètes un t-shirt 10 €, tu le payes 10 €. Mais le coût pour l'environnement, c'est peut-être 45 000 €. Et ce coût-là, en fait, c'est une dette. Cette dette, elle est dans l'atmosphère, elle est là pour des centaines d'années. Donc le truc, c'est, si on change le modèle, le t-shirt, il y a un designer, il y a des gens qui ont travaillé dessus, il y a du marketing, et se dire, la fast fashion, par définition, déjà c'est la deuxième industrie la plus polluante, mais c'est quelque chose qui n'est pas durable. Enfin, on utilise encore ce terme de durable. Dans pas longtemps, ça sera même plus audible parce qu'on passera en mode régénération, parce qu'il va falloir réparer tout ce qu'on a cassé. Mais si tu te dis, effectivement, avec le même travail de design, de représentation, parce que finalement, quand tu achètes de la fast fashion, c'est pour pouvoir te changer souvent, c'est de l'image. C'est à peine de la réalité. Tu habilles ton avatar. Donc tu repasses dans le wearable dont on parlait tout à l'heure, d'un truc qui est même pas forcément en train de tourner en permanence. On va dire oui, il y a des serveurs, etc. Mais quand je m'en sers pas, il n'est pas utilisé. L'univers est persistant, mais c'est vrai que le wearable, il est... Exactement. Mais en fait, finalement, c'est cet univers qu'on a dans la tête, qui est qu'un monde de représentation. Mais qu'on soit dans le réel et de se dire, dans ma tête, je suis confortable parce que j'ai la représentation que je possède ceci, que j'ai cela, etc. Pour les gens qui possèdent quelque chose, c'est ceux qui polluent le plus. Ou de se dire, je suis heureux parce que sur mon ledger qui est posé là-bas et je sais où il est,
pas dire de marque, mais bon, tant pis. Ça va, pas de problème. On s'en fout. En plus, on les adore. Voilà, bisous. Je possède mon Penty, mon parallèle, mon loft virtuel, qui par ailleurs est un loft virtuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de ciment, il n'y a pas de... Et que finalement, ça suffit à mon bonheur. Je n'ai pas besoin de posséder ces choses-là. Et c'est ce petit shift, ce petit changement qui a l'air de rien, mais ce changement de représentation de quoi j'ai besoin pour avoir le sentiment de m'accomplir en n'ayant rien. Tu vois, on devient ces espèces de clochards célestes. Clochards célestes. Tu sais, Archimède le clochard, c'est-à-dire quelqu'un qui possède le monde, parce qu'il n'a rien, mais il possède le monde. Et en fait, c'est un petit changement de paradigme, mais qui repose plus sur la foi, de savoir qu'au fond de toi, tu es très philosophe, tu possèdes quelque chose, mais finalement sur la preuve. Et la preuve s'appelle la blockchain. Et c'est un truc qui est immuable, c'est-à-dire c'est vraiment, on a modélisé notre capacité à prouver que quelque chose existe. Si je fais le parallèle et que je tire le parallèle un peu plus loin, c'est que finalement, cette capacité, on l'a depuis très longtemps. C'est pas moi qui le dis, c'est Yuval Harari, dans Sapiens, il dit on est une espèce imaginante. On est une espèce qui a une capacité d'abstraction, exactement, que n'ont pas, ou alors on ne le sait pas, les dauphins, les vaches, les surmulots. Ils ont pas ce même... Et en fait, ce truc fait que on vit, beaucoup d'entre nous, une grosse partie de la planète, dans des univers virtuels existants qui s'appellent, c'est des représentations ou des religions ou des inconscients collectifs, des narratifs collectifs, c'est-à-dire des croyances collectives. On est plusieurs à croire à la même chose en même temps. Et comme preuve, on a des éléments de preuve qui peuvent être une construction des cathédrales ou quelque chose, quand on fait appel à ta capacité à croire à quelque chose sans preuve, ça s'appelle la foi. Et cette fois, encore une fois, on n'en a pas besoin, puisque la blockchain, c'est une sorte de digitalisation de la foi. C'est quelque chose où, effectivement, on a une empreinte qui vient se superposer et qui vient accompagner cet inconscient collectif. Et à partir de là, on n'a plus besoin de grand-chose. Si la culture va avec et qu'on peut se sentir hyper bien en ayant très peu. On sent le cheminement intellectuel qui t'a amené à embrasser complètement les technologies du Web3. Moi, je me tourne vers Félicie, on reviendra évidemment, on va continuer à tirer le fil, mais je me tourne vers toi, parce que je ne sais pas si tu nous as parlé de ton épiphanie, je ne sais pas comment es-tu arrivé finalement aux technologies du Web3. Qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser tout ça? Je crois l'avoir lu dans ton livre. Alors, en fait, si tu veux, j'ai toujours été intéressée par la tech. Et j'ai toujours été très curieuse, mais pas la tech pour la tech, les applicatifs de la tech. Donc j'étais tout ce qui sortait, toutes les nouveautés, j'avais envie de tester, j'ai envie de regarder, etc. Et tu parlais tout à l'heure de réalité augmentée. En fait, c'est la réalité augmentée qui m'a amenée là. Il y a peut-être, je crois, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était Augment qui avait créé les premières applications, j'allais dire grand public, de réalité augmentée. Alors c'était super rigolo parce que tu devais imprimer, c'était même pas des QR codes, tu devais imprimer un truc spécial, tu devais le poser par terre, tu devais le regarder à travers ton écran de smartphone, et à ce moment-là, tu avais l'objet qui apparaissait. Donc c'était vraiment les prémices, et je me suis dit, mais ça c'est absolument génial. Et à ce moment-là, je faisais de l'architecture d'intérieur et je créais beaucoup d'intérieurs, donc en 3D, par SketchUp, et puis je passais par des moteurs de rendu, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ça serait totalement génial, parce que en vrai, je suis une grosse feignasse, ça part. Parce qu'il y en a tout, ça. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, mais ça serait absolument génial si le client, parce qu'en plus je m'étais super équipée, hein, j'avais un casque de ah oui. verre. Ah oui, on est en quelle année là? On est, il y a 8 ans à peu près, ouais. Casque de verre, il y a 8 ans. Ouais, les premiers... On devait bien te regarder avec des yeux bizarres. C'était le gros truc, c'était le Samsung et tout. J'avais la petite caméra pour prendre les photos en 3D et tout. Ah non, quand je te dis, je suis une curieuse de la tech, mais j'ai besoin que ça soit concret, j'ai besoin de, voilà. Et donc, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que c'était compliqué, c'est-à-dire l'appropriation
Le casque de VR, il y avait quelques applications, c'était plutôt sympa. Mais pour le client, ça ne résolvait rien du tout et au contraire, ça amenait quelque chose qui était plus compliqué. Donc, c'était pas une bonne idée. Et je me suis dit, mais ça serait absolument génial, puisque généralement, ce qu'on faisait dans un appartement, c'est on casse tout, mais on casse tout. Donc, il faut avoir la capacité de se projeter. Et je m'étais dit que la 3D serait une bonne idée pour se projeter. Et dans cette projection, je me suis dit, mais ça serait top si d'un clic, je change la couleur du canapé, je change la couleur des murs, etc. Et ça n'existait pas. Donc j'ai rencontré quelques boîtes à Paris, etc. Et qui m'ont dit, ouais, non, c'est une bonne idée, mais machin, mais ça n'existe pas, il faudrait aller voir du côté des USA, machin. Je me suis dit, mais c'est pas mon cœur de métier. Si ça existait, ça serait absolument génial. Mais c'est pas, voilà, je vais pas me lancer là-dedans, je vais pas prendre toute ma famille sous le bras pour partir pour un truc qui est juste une idée. Et donc à ce moment-là, voilà, donc j'ai remisé ça tu vois, tranquillement. Par de vers toi. Ouais, voilà, exactement. On a des références où on n'en a pas. On n'est pas sur le clochard céleste, j'avoue, mais... Donc voilà, et puis comme tout le monde, le Covid est arrivé, ça a été très bien, ça a permis de lever le pied sur plein de choses, parce que quand tu es le nez dans le guidon, finalement tu regardes moins ce qui se passe autour de toi. J'avais commencé à m'intéresser aux cryptos, mais même pas dans un but spéculatif, juste par curiosité. Oui, mais comme tout le monde, qui achète des cryptos pour le spéculatif? J'ai jamais vu ça, moi. Non. On est là pour la techno, Félicie. Mais écoute, non, mais sincèrement, parce que écoute, j'ai dû mettre 100 balles dessus. Ah, okay. Non. Ok, je m'incline. Très sincèrement, voilà, si ça avait été purement spéculatif, je pense que je ne serais pas là, je serais aux Bahamas. D'accord. Tu vois, on m'avait promis une pool party, je l'attends. Ça vient. Ça vient, voilà. Donc j'avais commencé à regarder, et puis en fait c'est un ami journaliste qui m'a dit j'ai vu passer un truc, tu t'intéresses aux nouvelles technologies, à la crypto, etc. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un NFT? Bim, c'était la question qu'il ne fallait pas me poser. J'ai mis le doigt dans l'engrenage, et puis en fait tout s'est éclairé. Et toutes les petites pièces du puzzle que j'avais accumulées depuis des années, dans tout ce que je faisais, toutes mes curiosités, mes interrogations, les réponses que j'avais trouvées ou pas, etc. En fait, tout s'est connecté. Je me suis dit, waouh, il y a un truc énorme qui est en train de se passer. Il y a une révolution qui peut être philosophique aussi. Et donc il y a une nouvelle approche, de l'économie. Il y a des nouveaux marchés, puisque je viens quand même du marketing, donc j'avais besoin que ça soit tangible. Donc en fait, si tu veux, c'est comme ça que j'ai mis le nez dedans. Et c'est comme ça que j'ai voulu tout explorer tout de suite et tout voir, tout faire, aller creuser, mettre les mains dans le sale pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Et voilà comment on se retrouve à monter ses propres projets, écrire. Et puis voilà comment on se retrouve un mardi dans un studio Mais on s'est même retrouvés à Nantes au Web Today à faire une conférence ensemble. Ouais. C'est la première fois qu'on s'est rencontrés en physique. Mais c'est vrai qu'en vous écoutant tous les deux, on se rend compte, et on en reparlera dans les semaines qui viennent avec d'autres invités, mais que le Covid et le confinement a été un accélérateur pour ces environnements numériques. Toi, je crois qu'Elix, il s'est retrouvé finalement projeté dans les mondes virtuels aussi du fait du confinement. Non? Absolument. Ouais, en fait, c'est tombé pendant les 10 ans d'Elix. Ça tombe. J'ai créé en 2011 un truc. C'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on peut plus faire d'événements, on peut plus réunir des gens, on peut pas faire d'expos, et donc toujours en train de bidouiller aussi avec mon casque de VR depuis un certain temps. Et je me dis c'est pas grave, on va faire un musée virtuel. Donc je prends une application qui sert à faire plutôt des réunions corporate, Spatial, Zoom, etc., qui s'appelle Spatial, et qui sont des gens qui viennent vraiment de la VR et qui proposent une fonctionnalité de customiser les espaces. Et je fais un musée. Et en fait, c'est assez drôle parce que je vois que toutes les nuits, il y a des gens de Spatial qui se baladent là-dedans, etc. Puis je vois un tweet du fondateur de Spatial qui dit ils ont fait ça dans Spatial, c'est dingue. Et en fait, le truc fou, je commence à bien discuter avec eux, à m'entendre avec eux,
c'est qu'ils n'avaient pas pensé à cet usage de se dire, parce que tu sais, tu as vraiment un tableau avec des post-it, etc. Là, il était caché dans un mur, et puis il y avait tout un musée dans lequel j'ai exposé l'histoire que je vous ai racontée, là, des 10 ans d'Helix. Et du coup, on a ouvert le musée il y a à peu près 1 an et demi. Musée virtuel, et en fait Spatial est aujourd'hui, ils ont pivoté, maintenant ils font vraiment ça, hein. Ils font vraiment ça. Il y a 300 000 espaces perso qui ont été créés, et en fait on est vraiment super raccord sur cette façon de voir le métavers. Peut-être on va en parler avec Lille. C'est de se dire qu'en fait le métavers se déploie au fur et à mesure qu'il y a des créations. C'est-à-dire qu'on ne limite pas un espace en disant toi tu prends un petit morceau, etc. Un petit peu le côté de poser un drapeau sur quelque chose qui n'existe pas, mais de dire finalement allez-y, faites vous en tant que créateur, développez des espaces, et c'est comme ça que ça grandit comme ça par capillarité. Il évolue avec l'usage, quoi. C'est ça. Et avec l'usage, avec les créateurs. Parce que je pense que la frontière, elle est là, en fait. C'est que les créateurs, ils aiment bien aller se frotter vraiment à la limite. Tu parlais des jeux vidéo tout à l'heure, tu as les limites de la map, et les gamers, les artistes, ils aiment bien aller jusqu'au maximum de là, et puis de creuser un peu plus loin. Et c'est comme ça que tu étends le territoire. Tu vas pas te concentrer sur le centre en disant je suis près de là, donc ça va prendre plus de valeur, de machin, etc. Tu t'en fous, tu vas au-delà, tu vas chercher, explorer, et c'est comme ça qu'on élargit aussi le cercle. C'est comme ça. Et du coup, Spatial, ils sont sur cette logique-là. Alors en plus, effectivement, ils ont lancé des espaces en NFT, donc j'en ai collectionné quelques-uns. On a fait une expo aussi dans le premier NFT qu'ils ont lancé là avec Polycount, pour notre propre collection de NFT qui s'appelle donc Parallèle. Voilà, il y en avait 1111. 1111, exactement. Parce que le parallèle, c'est 2-1 aussi. C'est 2-1, exactement. Ouais. Et ce sont des parallèles d'Helix, donc c'est pas Helix lui-même, c'est des parallèles. Donc chacun est unique avec 11 traits, 11 particularités qui font que c'est une sorte de Army of Love d'Helix qui va nous suivre également sur ces archipels, puisque je pense la première phase des NFT, ça a été l'identification, un peu comme les avatars ou les photos de profil réseaux sociaux, et donc ces fameux PFP, c'est comment est-ce qu'on se représente aux autres dans l'univers du Web3, mais une fois qu'on s'est représenté 15 fois avec des singes, des femmes colorées, etc., on sait un peu qui on est, on a envie de faire quelque chose de ce corps-là, et on passe à la deuxième phase du NFT qui est passionnante, qui va faire le lien avec les métavers, celle de l'architecture. C'est-à-dire comment est-ce que mon espace devient lui-même un NFT, et on commence à aborder cette phase-là. Et puis après, la troisième phase, une fois qu'on a la maison, ça va être le terrain. Et puis qui dit terrain dit pays, gouvernance. Et là, on va commencer, si on continue à tirer le fil, qui sera peut-être le mot conducteur, le trait d'union, on va commencer à se poser des questions de gouvernance, de droit, de liberté, des questions de démocratie, etc. On va revenir sur les objectifs de développement durable. Tu parlais tout à l'heure d'égalité homme-femme, et des sujets, vraiment des sujets, parce que quand on entend objectif de développement durable, 80% entendent développement durable, entend écologie. En fait, les ODD, c'est très très large. C'est très large, mais parce qu'en fait, tout est lié. Tout est lié. Ouais. Voilà, tu peux pas répondre au changement climatique si tu n'éduques pas la population, s'il n'y a pas d'égalité. Exactement. Tout ça est complètement interconnecté. Et en fait, ces étapes successives de l'évolution du NFT, elles suivent un petit peu plus ça augmente, et plus ça va revêtir en fait des sujets qui sont des sujets collectifs. Mais c'est vrai que les ODD, c'est, à ma connaissance en tout cas, une des rares réalisations réellement consensuelles. Il y a des je sais pas combien de parties prenantes qui ont réussi à s'entendre, avec des niveaux de développement différents, des cultures différentes, des problématiques très différentes, qui ont réussi à s'entendre sur des objectifs, et sur une liste conséquente d'objectifs. Et pour des gens qui, comme nous tous dans cette salle, aimons le consensus pour ce qu'il permet dans le Web3, c'est un truc un peu... Le paradoxe, c'est que le Covid nous a fait plutôt reculer, en fait, sur plein de questions, à commencer par l'égalité, mais évidemment, on voit la situation en Ukraine. Enfin, je veux dire, on a plutôt régressé, mais en même temps, ça a créé les conditions pour vraiment repartir d'une feuille blanche. C'est-à-dire, on a vu avec le Covid, c'est vraiment une crise systémique. Certes, à la fois une crise sanitaire, une crise de sécurité alimentaire, tout est complètement interconnecté. Et tu dis, en fait, pour dénouer ça,
on peut avoir qu'une réponse systémique, une réponse où tout est lié. Et finalement, les réponses où tout est lié, c'est des changements, enfin je disais, c'est un grand mot, mais changement de paradigme, c'est un changement de culture, et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre avec le Web3, parce que si on assemble bout à bout la plus grosse industrie culturelle au monde qui s'appelle le jeu vidéo, les systèmes de gouvernance type DAO et qui sont des systèmes mondiaux, etc., plus les questions de l'accès à l'information où il y a des vraies disparités entre des pays du Nord, des pays du Sud, etc., on se dit, en fait, on a vraiment aujourd'hui le choix de qu'est-ce qu'on fait de ça, qu'est-ce qu'on fait du Web3, et c'est vraiment passionnant. Enfin, c'est là où ça revient à une question de révolution. Moi, je fais souvent le parallèle. C'est des gens qui m'écoutent un peu, ils rabâchent, mais je le redis à chaque fois. C'est ça la pédagogie. Mais en gros, le sentiment que j'ai, c'est qu'on est en train de vivre pour le numérique, pour l'ère numérique, ce que la Renaissance a été à l'imprimerie. C'est en gros, tu as une évolution, un assemblage technique de choses qui existent déjà, c'est l'imprimerie, qui fait une accélération de la diffusion du savoir. Tu as des centaines de milliers de livres, d'un coup, c'est un impact pas possible. Comme on a les digital natives, tu as les print natives, et d'un coup, 25 ans après, c'est l'explosion de la remise en question de tout, et ça donne la renaissance. Et finalement, et c'est une génération. Et si on pense au digital, je parlais du siècle dernier, on a connu ces différentes évolutions, mais aujourd'hui, on a une génération, les DJs, les Gen Z, etc., pour qui, en fait, il y a une aberration complètement totale à vivre dans ce monde dont ils héritent, où en plus il y a un changement climatique de ouf, dans lesquels ils ne se retrouvent pas dans les valeurs des modes de consommation, etc. Et ils apportent finalement beaucoup plus de crédit ou d'importance à un NFT ou à une communauté, le fait de faire partie d'une communauté. Et ce truc-là, vraiment, c'est une opportunité qu'on ne peut pas laisser passer, parce qu'encore une fois, il y a très peu de temps, mais c'est le même temps. C'est-à-dire que les Gen Z, les Degen et tous ceux qui vont pouvoir être convaincus par cette vision et dans ce qu'elle peut apporter de positif, elles ont assez peu de temps pour changer, parce que le mur, il est quand même assez visible. Mais Elix, il y participe comment à cette conversion? Enfin, on imagine qu'il y a des intérêts, tu le disais, des jeunes qui voient déjà la valeur du bien virtuel, ils voient déjà tout ce qui peut déjà s'y faire, ils peuvent déjà y apporter et y prêter une valeur parfois supérieure au monde réel. Mais comment, moi tout à l'heure je suis allé faire un tour sur Spatial, dans le lieu d'exposition, on voit au loin une île dont tu dessinais tout à l'heure un peu les contours. Enfin, comment cet ambassadeur va encourager, participer à cette idée de dire, en fait, venez vivre dans le monde virtuel, une partie, entre guillemets, vous allez voir que ce que vous allez y vivre et ce que vous allez y apporter, y acheter, ça vaut autant le coup que ce que vous pourriez faire dans le monde réel, sans non plus inciter les gens à vivre leur vie uniquement dans le virtuel. Non, absolument. Mais en fait, on est vraiment sur un fil, parce que tu disais, Laurent, tout à l'heure, sur les questions énergétiques, etc. Et c'est vrai qu'il y a une radicalisation quand même, on le voit à l'Assemblée, une radicalisation de tous les sujets, parce que les problèmes sont de plus en plus extrêmes, et donc les réponses sont extrêmes. Et quand on veut parler de tech à des gens qui veulent aussi changer le monde pour éviter les plus graves effets du changement climatique, c'est vrai que c'est pas très populaire le métavers ou la blockchain auprès des écolos. Enfin, je le fais vite, mais c'est pas ce qu'on. Ça paraît rarement comme une solution, quoi. En tout cas, ça fait pas partie de cet univers. Donc il y a un double plaidoyer en fait. Pour les gens qui sont dedans, de redonner ce sens, de vraiment de pas superposer les choses et de se rendre compte vers où on va. Et c'est pas juste un gadget et c'est pas juste pour. Oui, c'est fun, mais tant mieux, parce que c'est plus facile de convaincre plein de gens quand c'est fun que quand c'est la peur. Et la peur, c'est ce qui provoque, c'est ce qui provoque aussi les extrêmes, etc. Donc, le côté fun, au contraire, allons-y avec le smile et les panties et tout. C'est trop cool, parce que si on crée de l'économie, si on crée des communautés avec ça, en fait, c'est plutôt super positif. Mais il y a aussi un autre plaidoyer, effectivement, ce double plaidoyer, de voir comment est-ce que cette transformation, elle peut se faire pour des industries, pour faire en sorte qu'on ait quand même une économie derrière.
Parce qu'il y a deux réalités. Il y a la réalité des pays riches qui sont en surconsommation et dans cette abondance matérielle et de déchets, etc., et d'énergie, et ce truc-là où il faut baisser. Enfin, je veux dire, il n'y a pas le choix. Donc, ça peut être une bonne solution pour baisser. Et puis, il y a une autre partie du monde, beaucoup plus importante, qui malheureusement, enfin, ils sont pour rien dans le changement climatique. Ils sont vraiment, et on va leur dire, ben non, vous pouvez pas vous développer parce que c'est trop tard. D'autres sont passés avant, quoi. Donc non, c'est leur permettre et que eux se développent. Et d'ailleurs, les pays dans lesquels les blockchains sont les plus utilisés sont des pays du Sud. Si on pense au Vietnam, en Amérique du Sud, etc. Et qui est ce croisement en fait, qu'on se retrouve à cet endroit-là. On a besoin de beaucoup moins, mais de manière très très créatrice et très où l'imaginaire, en fait, notre capacité d'imaginer, dont on parlait tout à l'heure, deviennent vraiment le socle de la création de la phase suivante de la civilisation. Il y a eu un signal assez fort et, justement pendant le Covid. Et en fait, il y a deux choses. Si tu regardes, il y a quelques études qui sont sorties où la GIZ est un petit peu n'est absolument pas du tout intéressée par le métaverse, à niveau aucun intérêt. Et au contraire, la technologie est source d'angoisse pour elle. Donc, j'ai lu ça aussi. Donc il y a cette partie-là à avoir. Mais le signal faible qui est passé un petit peu à l'as, c'est Animal Crossing. C'était vraiment top confinement. Non mais voilà, Animal Crossing, il faut voir ce que c'est. Enfin, c'est un jeu pour ta fille. C'est un jeu qui est plus orienté. C'est pas un jeu vidéo qui peut avoir la noblesse de certains autres jeux vidéo, vraiment pour les gamers. On est plus dans le côté un peu fun, plus orienté pour les enfants. Et c'est un jeu qui, par son côté social, a permis de toucher un monde incroyable. Et là, on s'est rendu compte que la technique et la technologie, et on avait besoin de cette relation sociale, même si elle prenait la forme de tout petits avatars qui vivent dans un monde complètement imaginaire, mais on avait absolument besoin de ça, de se reconnecter. Donc aujourd'hui, on est revenu à une vie normale où on se voit en vrai, où on discute, donc forcément, on n'a plus ce lien-là. Et l'adoption massive viendra quand on aura recréé un nouveau besoin, où là, on va pouvoir intégrer les métaverses et on va trouver les usages. Spatial, c'est un super bon exemple. Nous, on est sur Spatial et je kiffe tout ce que ça permet de faire. Donc, sauf crise sanitaire, ce que je ne souhaite absolument pas. Mais il y a un moment donné où il va y avoir un basculement, c'est-à-dire que on est vraiment sur les early adopters et il y aura un mass market et une adoption de masse qui viendra peut-être par la force des choses d'une manière ou d'une autre. Moi, je vois il y a une possibilité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'étonne plus personne de faire des réunions. Zoom, via Zoom, alors qu'avant c'était assez exceptionnel. Ça reprend ce que tu disais au début, on n'a plus besoin de prendre l'avion pour aller à droite à gauche dans le monde, finalement pour se rencontrer, on a la capacité de se rencontrer. Donc il y a sûrement quelque chose qui va passer par le monde du travail, où on va être obligé de se rencontrer dans les métaverses et d'utiliser, et en fait ce sera par l'obligation de service dans ce sens-là. Et puis on se dira, mais quelque part, c'est un peu fun. C'est la même courbe d'adoption des PC, parce que les PC, au départ, c'était en entreprise. Puis après, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir des jeux. Puis on s'est dit, mais le prix est plutôt sympa, donc je peux en avoir un chez moi. Donc c'est ça qui a permis en fait l'adoption massive. Donc je pense qu'il y aura une évolution comme ça, mais je pense que ça viendra plus par nous, très sincèrement, que par les jeunes. Oui, il faut qu'on soit aussi assez ferme là-dessus. Moi, je sais, j'en ai parlé avec Romain et je vous en avais parlé aussi. Vous avez été plusieurs à voter pour nous, pour Mediaparty, l'événement qui se tient à Buenos Aires, où ils voulaient qu'on présente 20 Mint. En plus, Decentraland des partenaires de cet événement. Et on était ravis d'avoir été élus, mais il était hors de question pour nous d'aller à Buenos Aires en avion. Et en fait, malgré tout, quand on leur a dit « mais non, on va le faire dans Decentraland, ce sera génial », en plus, c'est quand même la raison d'être de cet événement, c'est d'imaginer un futur Web3 pour la presse. Et
Le discours qu'on entend quand même de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est oui, mais on a besoin de nouveau, de gens en présentiel, parce que le Covid nous a coupé de cet élan-là. Et sans doute. Mais est-ce que pour autant on doit traverser des océans pour 3 jours ? Sans doute non. Mais ça ne va pas nécessairement se faire naturellement, quoi. Il faudra les uns les autres qu'on soit assez ferme là-dessus. Moi, je pense très sincèrement que ça ne sera pas l'un ou l'autre, ça sera l'un et l'autre. C'est qu'il y aura des moments où on va avoir des interactions qui se feront à distance et ça sera fluide et naturel. Et on aura d'autres moments où on va se rencontrer parce qu'on a besoin de ça. On est des animaux sociaux. Peut-être à un moment où on aura justement plus qu'un pied, on va dire, dans le métavers. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu t'esquissais, tu disais, on aura notre avatar, ce sera plus seulement le personnage, ce sera aussi notre maison, ce sera notre territoire qui aura notre personnalité. Dès l'instant où on aura vraiment mis le pied, entre guillemets, dans le métavers, en y vivant, même si ce n'est qu'en partie, on aura peut-être plus de propension à y faire des choses et à déplacer des usages du monde réel vers ce monde virtuel. En fait, il y a beaucoup de conversations qui commencent comme ça et qui se tendent à un moment donné ou qui se cristallisent sur vraiment des oppositions. De dire oui, mais dans ton métavers, tu vas pas manger une pomme, machin. Bah non, évidemment, je vais pas manger dans le métavers parce que j'ai un corps humain et ma machine, j'ai tous ces tuyaux, etc. Mais en fait, c'est pour ça qu'on parlait de réalité hybride, c'est-à-dire c'est cette dimension phygitale. C'est-à-dire il y a une partie de ce qu'on vit dans le physique et il y a quelque chose qui se poursuit aujourd'hui avec des casques, demain en réalité augmentée, avec des lunettes, des choses comme ça, etc. Et c'est fluide en fait. Et moi j'ai vécu une expérience, on parlait de spatial, il y a un peu plus d'1 an, c'est une mise à jour qui avait une nouvelle fonctionnalité qui maintenant est du coup assez répandue et qui faisait que quand tu parles dans ta langue natale, tu as la traduction simultanée de ce que tu dis au-dessus de ta tête, tu sais, c'est Microsoft. Et en fait, le truc était dingue, il y avait une 50aine de personnes de la communauté, donc du monde entier, et on a Anand, donc le fondateur de Spatial, qui est d'origine indienne, qui parlait en hindi avec un Coréen qui était à Séoul. Et en fait, ils discutaient tous les deux et je voyais la traduction de ce qui se disait en français au-dessus de leur tête. Et en fait, il était, je sais plus combien, il était 2 heures du matin à Paris, le truc était en décalé. Et en fait, j'ai une émotion de dingue. C'est-à-dire, je me suis dit, je suis en train de vivre un moment unique. Je sais pas où je suis. Je suis à Paris, oui, physiquement, mon corps est à Paris. Je suis dans cette espèce de feu de camp, parce que c'est un de leurs environnements, de ce feu de camp. Mais lui, il est à New York, lui, il est en Corée. On est en train de vivre le même souvenir, que peut-être on racontera dans quelques années. C'est un truc qui existe complètement, parce qu'on a, encore une fois, on a un souvenir commun. C'est super émouvant, j'enlève le casque, je me retrouve à Paris, etc. Et en fait, ce genre d'expérience qui prennent vraiment en compte, on n'est pas en train de singer la réalité, c'est un truc différent, c'est un truc nouveau. Effectivement, au plus on va avoir ce type d'usage, au plus ça va être naturel. Mais je vois plus quelque chose, effectivement, qui est fluide, où on passe de l'un à l'autre, sans se poser la question et surtout sans les opposer. Évidemment que de voir quelqu'un physiquement, c'est pas du tout la même sensation, c'est pas du tout... Et que de se voir physiquement et de se connaître physiquement fait que si on se revoyait, d'ailleurs j'ai fait des émissions comme ça en réalité virtuelle, mais je connaissais les intervenants, il y en a un que j'avais jamais rencontré. Donc j'avais un avatar comme ça à côté de moi, exactement comme ce qu'on fait, et on discute devant une caméra virtuelle. Évidemment, c'est pas du tout la même chose, mais le fait de se connaître, d'avoir ce truc, et toute la dimension, Elix est là-dessus, mais le non-verbal, c'est-à-dire il n'y a pas que les mots, et il n'y a pas que le texte, c'est-à-dire il y a les gestes que tu fais, on a plein de muscles dans le visage, donc c'est hyper subtil, il n'y a pas de mots pour exprimer tout ce qu'il y a, l'odeur, la sensation, etc. Ça, c'est complètement, c'est irremplaçable, c'est évident, mais ça vient compléter. Le début de cette expérience est comme ça, tu poursuis un peu sur Telegram ou sur Discord, tu bascules sur ton téléphone, on a encore des téléphones, sur un environnement 3D. Ensuite, imagine la suite, tu passes tes lunettes, tu es dans un environnement virtuel où tu poursuis ce truc-là, etc. Et c'est ce lien entre toutes ces différentes réalités qui sont mélangées, c'est ça le métavers, c'est pas juste un espace 3D qui est déterminé par un truc centralisé, etc. C'est ta communauté, les gens que tu connais, où on commence une conversation ici, on peut la poursuivre sur une autre plateforme, etc. Et notre agilité à passer de l'un à l'autre, c'est ça qui change complètement la culture, quoi, notre façon de percevoir le monde. Alors je fais une petite pause parce que ça bouge un peu, ça commence à
quand on voit des longs posts arriver sur le chat, on est content. Vous débattez aussi entre vous autour exactement. de l'énergie renouvelable, autour de la superposition des technologies. Je regarde ça d'un œil parce qu'en même temps, je vous écoute, mais effectivement, je vois que le sujet vous intéresse. On le continuera avec d'autres intervenants aussi dans les semaines à venir. Je pense à Buffalo, notamment, en vous écoutant, qui est l'artiste qui a fait notre générique, ou plus exactement, dont on a acheté un NFT avec les droits afférents pour réaliser notre générique, que vous sur entendez le quand vous podcast attendez ici. que vous allez entendre. Et sur le podcast, mais aussi la musique d'attente de cette émission sur Twitch, qui lui crée, donc qui est un DJ ultra célèbre dans le métavers, notamment dans des sets à la fois à Ibiza notamment ou à Miami, mais qu'on peut aussi suivre dans le métavers en recréant des fameuses boîtes de nuit, enfin les vraies configurations de ces boîtes de nuit et dans centaines, je crois même plusieurs milliers de personnes sur ces plus grosses dates. Donc on discutera aussi avec lui de cette continuité, des expériences très concrètes qu'on peut déjà mener dans ces virtuels. Je crois, je regarde Hélène, mais je suis pas sûr qu'elle ait l'info. Je crois que c'est dans 3 semaines qu'il vient nous voir. Mais c'est des thématiques qui nous passionnent, donc on aura très souvent ces discussions-là. Moi, je fais une petite pause, qu'on était assez haut en intensité. Prenez un petit verre d'eau, je vais vous poser un petit quiz. Ah oui, c'est le moment. Mais avant, il faut qu'on sache pourquoi il joue. Alors, avant que tu boives ta petite bouteille d'eau, Félicie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu offres? Je crois que tu as 4... Alors, on a 4 NFT. Pimpé. Donc, c'est des Dirty Panties 20 minutes. Wow! Yes. Alors, ils sont super beaux. En papier. Je crois qu'en plus, tu les as même pas vus. Non, je les ai jamais vus. Je te l'ai même pas envoyé. Il y en a un, je vous promets, je suis hyper jalouse parce que je le veux absolument, parce qu'il est vraiment trop beau. Donc, il y en a 4, on vous en offre 4. Et donc, voilà. Donc, ils sont vraiment uniques, pimpés. Moi aussi, j'en veux un. Ouais, Dirty Panties. En plus, je me demande quelles sont les réponses de ce quiz, donc Ben, j'ai le droit de jouer au final. Bon, je ne sais pas si vous êtes tous prêts pour le quiz. Je ne sais pas si nous sommes encore nombreux à cette heure avancée de l'apéro. C'est la même mécanique que d'habitude. Alors, c'est la même mécanique que d'habitude. C'est des questions de culture générale, vous le savez, réservées aux gens brillants et cultivés. Non, c'est des questions sur l'émission précédente qui sont assez simples. Et donc, à l'issue de ces 3 questions, Hélène repère toutes les personnes qui ont les bonnes réponses et fait un tirage au sort. Première question. Étiez-vous là la semaine dernière? Que signifie IFC, que Tristan Lécuyer prononce IFC? Et il m'a repris là-dessus. C'est Indre-et-Loire Fried Chicken, Unlimited Fighting Championship, désolé pour l'accent, et Independent Football Competition. A, Indre-et-Loire Fried Chicken, B, Unlimited Fighting Championship, et C, Independent Football Competition. A, B ou C. C'est parti. On a un petit décalage, donc je ne sais pas si les gens jouent, mais je suis persuadé que les gens jouent. Je crois que... Ouais, voilà. Beaucoup de bonnes réponses. C'est Julien Lepers. Bravo, très bien. Bravo. 2. Quel mode de jeu est la spécialité d'IFC? A, Club Pro. B, Volta. C, Ultimate Team. Ah oui, là c'est pour les amoureux de FIFA. Donc quel mode de jeu est la spécialité d'IFC? A, Club Pro. B, Volta. C, Ultimate Team. Et puis la dernière question est très visuelle. Je rappelle qu'on n'a pas trouvé de solution pour les personnes qui malheureusement se sont signalées et qui n'ont pas demandé qu'on trouve une solution pour que ces émissions soient plus accessibles. On n'a pas encore vraiment trouvé la solution, on avance, mais bon, voilà, on aime bien voir un sous-titrage, mais temps réel. Voilà, on va demander à Twitch, j'ai la chance de les rencontrer après-demain, là. On va leur demander s'ils sont en train de travailler là-dessus, mais sachez que cette question est très visuelle. Combien y avait-il de galets derrière Tristan? C'était la grande question sur le chat la semaine dernière. Est-ce qu'il y avait A, 5 galets, B, 3 galets, C, mon galet? Mon galet. Très bien. Non, c'est un galet. Donc A, 5 galets, 3, B, C, 1 galet. Voilà. Avec ça, si vous n'avez pas... Oui, bah oui, il n'y a que des bonnes réponses. Vous êtes brillant. Hélène, on compte sur toi pour faire le tirage au sort.
On va D'une main innocente. d'une main innocente. Donc, mon wallet, c'est laurentbeignet.eth. Bon, il y en a déjà plus que 2 à gagner parce que j'ai cru comprendre que du côté de Félicie aussi. On voulait... c'est sur quel Félicie blockchain aussi. Ah ouais. Ouais. Ouais, il fallait la sortir. mais J'ai pas il l'a répondu. Non. J'ai pas répondu. J'avais une, je pense que j'en avais une. J'avais une sur les 3. Ouais, bon, bah Ouais. voilà. Eh ben oui, bah, Bah, maintenant que Pour le la tirage au prochaine. sort est terminé, on peut te le dire, il y avait 5 galets derrière Tristan. Ça a fait polémique parce qu'il était en fait à l'écran, il y avait un tableau derrière lui avec des galets, mais il cachait le dernier. Donc il y avait un gros débat. Et comme ils étaient très dissipés sur le chat, ils me faisaient rire en parlant de ça et j'arrivais plus à me concentrer, donc voilà. Quelle blockchain le mint des Ethereum. Dirty Printies? Ethereum. Ouais. Et pourquoi Ethereum du coup? Parce que ça, nous aussi, on a minté sur Ethereum. Mais... Ouais, mais parce que ça a été, c'était un choix dès le départ c'était un choix dès le départ. Et c'est un choix qu'on a gardé, Ouais. tout simplement. Ouais. Ouais, nous aussi. Ouais, vous Elixir êtes sur point Ethereum com. aussi Sur Ethereum. Ouais, sur une petite collection, mais en fait, c'est une question de communauté, Ouais. simplement au départ. Ouais. C'est vraiment le t'adresser, côté grand public. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Enfin, c'est aussi une idée de stabilité, d'une certaine stabilité quand tu vois comment évoluer, comment les choses évoluent. Bon. C'est rassurant en Ouais, ces je temps un pense, petit ouais. peu agités pour les différentes blockchains. Moi, je suis une terrienne. Hein, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de choses. Je vais pas me lancer dans des trucs, voilà. Non, mais c'est vrai que quand on fait un free mint comme vous avez lancé, on peut imaginer que la problématique des gas fees, elle est Là, elle est ils étaient conséquente. ridiculement bas, donc Ça, c'est bien. tout a joué pour nous en fait. Ouais. Tout a été vraiment top. Donc non, c'est clair que quand tu regardes il y a quelques mois, c'était à une centaine de dollars. C'était, enfin, il y avait des trucs délirants. Là, c'était quelques dollars. Donc, Bon. Roadmap, quand est-ce qu'on en saura plus sur le projet? Tu nous donnes rendez-vous? tous les jours sur Twitter, on lance quelques infos. D'accord. Voilà. Le fin juillet, donc dernière semaine de juillet, donc là, il y aura vraiment la vente des NFT d'artistes. Donc là, ils ont vraiment... C'était freestyle, ils avaient carte blanche. Il y a des choses qui sont vraiment très belles, qui sont super réussies. D'accord. C'est des one-to-one, hein, donc il n'y aura qu'un seul NFT d'artiste à chaque fois. Aux enchères? Alors, pas aux enchères, c'est l'artiste qui décide du prix de son NFT. Et tout va, enfin, 70% va à l'artiste. Donc, c'est une vraie démarche, par rapport à l'artiste. Voilà. 30% va sur un wallet qui, pour la DAO, etc. Et pour les projets futurs. Donc voilà. Bon. Donc, on est assez... Salut d'ailleurs, parce qu'ils m'ont contacté. C'est vraiment une super équipe. Ils sont D'accord. Ouais. très très chouettes. Alors c'était vraiment loin nous, de nos sujets. On reste en contact, on va faire des trucs ensemble. Mais sur les Penties, c'est un grand écart. Maintenant, c'est vu. Il n'y a pas de hasard. C'est pour ça Voilà. qu'il y a des, Le Twitter à suivre, du coup, c'est... Dirty Penties, NFT. NFT. Toujours, NFT. je préfère préciser. Ça marche, Hélène va nous mettre ça sur le chat. On suivra ça et comme tu as pu l'entendre tout à l'heure dans le long tunnel d'information à usage informatif, on fait les suivis aussi dans cette émission des différents projets. Donc, pense à bien nous alerter et on sera ravis de communiquer tout ça à la communauté. Yacine, la suite pour Helix Island, c'est... Alors, Helix Island, en fait, c'est notre nouveau site internet. Hein. On s'est dit, évidemment, on parle de Web3, à un moment donné, les sites aussi vont changer de tête. Hein. On va être dans des espaces. Donc, c'est un site Web2, mais qui est basé sur la métaphore de l'île. C'est-à-dire que chacune des parties du site correspond à un bâtiment qui est sur une île, qui flotte dans les nuages, hein, dans le cloud, qui évidemment existe en réalité virtuelle, mais qui n'a pas encore ouvert, et qui est la première île d'un archipel, ce qu'on appelle un métarchipel, se dire que justement ce métavers va grandir au fur et à mesure de la création des îles de nos différents qui vont pouvoir en créer. Et donc, il y a ce travail qu'on initie également avec PwC pour apporter des datas et des chiffres à cette intuition. On se donne à peu près une bonne année pour tirer au maximum cette idée, pouvoir l'éprouver, pouvoir très concrètement
ça. Et puis, toute une série de projets et la mise en scène aussi de ce méta-archipel. Donc, je fais souvent la métaphore d'Elix, c'est une sorte de Pinocchio du digital. Le petit pantin de bois qui devient un petit garçon, et Elix qui est né comme ça sur son carnet, qui est basculé dans la 3D, dans la réalité augmentée. Il a un avenir le jour où il sera mu entièrement par une intelligence artificielle et qu'il pourra se promener tout seul dans les métavers. Donc, il y a plein de suites. Suivez-nous, vous pouvez nous suivre sur le elix.net ou Elixiac sur Twitter, et la collection des parallèles pour les gens qui veulent rentrer dans l'histoire sur Il en reste encore quelques-uns. On peut vite trouver un petit strapontin avant que ça soit fini. Comment ça fonctionne justement les deux parallèles, les îles fonctionnent, enfin ça va converger avec ton projet parallèle. En fait, ouais, ce qui se passe, c'est qu'il y a une nouvelle forme d'accès qui est pas encore disponible, mais qui devrait arriver dans les mois qui viennent. C'est toutes les questions de token access, c'est-à-dire ces fameux espaces virtuels qui sont la suite, où certaines portes ne seront ouvertes qu'à certains holders, des holders de Panties, des holders de parallèles, de Mecha et compagnie, qui pourront rentrer. Enfin, c'est le côté, c'est la gamification du monde. Hein. Et donc, oui, évidemment, les parallèles pourront accéder à certaines parties des îles qui ne seront pas disponibles au grand public. C'est vrai que je vous encourage aussi à aller vraiment faire un tour dans le musée, parce que ça a vraiment ce côté, on s'y perd un peu parce que c'est un musée dans un monde virtuel où on voit des œuvres qui jouent déjà sur la confusion entre le réel et le papier, puisqu'on on est dans un monde en 3D, on voit une photo avec ton dessin et la réalité derrière. Donc on est vraiment... C'est une histoire qui s'écrit sur 20 ans, donc en fait, on commence à avoir ce recul, et c'est assez marrant. Ouais. Et tu es reproduit en 3D à l'entrée du musée. Exact. Et on voit l'île au loin, effectivement. Et alors si on le fait sur un ordinateur, ce qu'on peut faire en réalité virtuelle ou sur son téléphone, et maintenant, sur les nouvelles fonctionnalités de spatial, donc qui intègrent les hyperliens, qui est quelque chose que la communauté a demandé depuis longtemps aux développeurs, et que effectivement au loin on voit l'île, on clique, paf, on se retrouve sur le site. Donc vraiment, Internet va complètement changer là, dans les 2-3 ans qui viennent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez des débuts d'Internet et de tous ces sites en Flash et puis du HTML5, etc. On va connaître la même chose. Ça a déjà commencé, nous on l'a déjà anticipé avec l'île, mais ça va être chouette. Ouais. On se parle beaucoup de moi parce qu'au lycée, je suis tellement vieux qu'il y avait un club Internet pour me former à Internet. C'est un peu comme ça que j'imagine cette émission, qu'on doit malheureusement terminer, mais c'est un peu notre club Web3, où on essaye de former... On a une mini-question peut-être pour Félicie sur la rareté des Dirty Panties. Est-ce qu'il y a des traits de rareté sur les... Oui, il y en a alors 7 de mémoire. Donc oui, et on lance l'info demain sur la rareté. Okay. Et moi j'ai une dernière question sur ce sujet. Est-ce que tu sais s'il y a des acheteurs japonais? Est-ce que tu sais si des Japonais se sont jetés sur les Dirty Panties? Ça, je ne sais pas. S'ils se sont jetés dessus, je ne sais pas. Je sais qu'on a quelques followers sur Twitter sur le sujet. Finalement, le côté kinky, est-ce qu'il est réservé aux Japonais? Non, mais elles sont très propres, vos Dirty Panties. Moi, je voulais juste finir sur un truc, parce qu'il y a peut-être des créateurs et il y a peut-être des porteurs de projets. Et je trouve que Elix, finalement, parce que quand tu l'as créé, quand il s'est créé, tu ne pouvais absolument pas imaginer ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je crois que quand on est un créateur et quand on a des idées, il faut porter son projet et il faut y aller et il faut y croire et rester curieux sur ce qui se passe. Parce que les choses peuvent évoluer et c'est ça au final, c'est ce côté agilité, c'est ce côté d'adaptation qui permet de créer des belles histoires comme la tienne. Et donc moi je trouve que c'est hyper inspirant et que tous les créateurs, tous ceux qui ont des idées doivent tenir leurs idées et avancer et y croire et évoluer, parce que c'est comme ça qu'on a des projets incroyables comme le tien. Je te remercie, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler, et surtout dans un moment où tout paraît comme ça possible et un peu fou. C'est vraiment d'y croire jusqu'au bout et de ne pas se référer à ce qui existe déjà. Donc il ne faut pas trop se laisser non plus tirer par les corbeaux de mauvais augure. Et on en a eu
les époques, ça sert à rien, qu'est-ce que... Ils sont sortis en ce moment, mais... Voilà, c'est ça. Mais effectivement, maintenir le cap. Entre belles personnes de la Renaissance, j'ai passé vraiment un super moment. J'ai l'impression que Romain, je le connais suffisamment pour pouvoir... Je n'ai fait qu'écouter, j'ai été bon élève, c'était super intéressant, merci beaucoup. J'espère que vous aussi. Malheureusement, le vrai Flox, j'avais plein de révélations à faire sur la machine d'Hélène, mais il est 20h tout pile. Et après 20h, on éteint les lumières, on ferme le bureau, donc on va être coincé jusqu'à demain. Donc on doit vous laisser. Et on vous remercie d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Et on a hâte de vous proposer la suite. Mais merci beaucoup Félicie, merci beaucoup Yacine, Romain. À la semaine prochaine. Avec plaisir. On a une pool party qui nous attend. On a une pool party maintenant qui nous attend. Ça y est, on a atteint les 40 degrés dans le studio. On vous quitte. À très vite. Ciao, ciao. Salut.